Au cours du week-end, les forces de défense israéliennes ont continué à frapper des éléments stratégiques de la machine militaire du régime Assad en Syrie, tandis que le chef du gouvernement provincial déclarait « Nous n'entrerons pas en conflit avec Israël » et qu'un haut fonctionnaire jordanien émettait l'hypothèse que la Syrie pourrait céder le Golan. Le monde entier observe avec stupéfaction le démantèlement systématique de l'empire du Hezbollah par Israël et, dans un rare discours, le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naïm Qassem, admet que l'organisation traverse une crise sans précédent. Le blocage des voies d'approvisionnement en armes depuis l'Iran oblige le Hezbollah à se replier sur le fleuve Litani. Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, nous donnera un compte rendu des effets actuels de la chute d'Assad au Moyen-Orient, y compris la perte de l'ancrage stratégique de la Russie dans cette région et la façon dont le Kremlin pourrait réagir. Un autre acteur en mouvement est le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui n'hésite pas à exprimer sa conviction que Damas et Alep étaient censés être des villes sous contrôle turc. Pendant ce temps, le Hamas a tiré des roquettes sur Israël depuis la bande de Gaza au cours du week-end. En réponse, Tsahal a attaqué une position de tir située à proximité d'un entrepôt d'aide humanitaire à Gaza. Tsahal a également publié des documents sur une prison du Hamas, révélant que cette organisation maléfique était tout aussi mauvaise que le régime d'Assad. Dans le même ordre d'idées, il a été révélé que le Hamas gonflait le nombre de civils tués à Gaza en faisant souvent passer ses propres combattants pour des civils et qu'il jouait également d'autres tours en faisant passer des combattants masculins pour des civils féminins ou en ajoutant des noms à la liste de personnes qui étaient déjà mortes avant même le début de la guerre. Ailleurs, en Judée et en Samarie, la police des frontières a éliminé et arrêté des individus recherchés, alors même qu'un nouveau coup tombait sur l'axe iranien depuis un endroit inattendu. La police de l'autorité palestinienne intensifie ses efforts contre l'organisation du djihad islamique palestinien. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui après un week-end mouvementé qui vient de s'écouler, alors plongeons dans les détails. Je suis Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 4e 136e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen et toutes les milices chiites en Syrie et en Irak qui agissent tous sous les directives de l'Iran, le chef de l'axe du mal au Moyen-Orient. Avant de commencer, je vous invite à prendre une seconde et à cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne plus jamais manquer un épisode de Boots on the Ground. Passons à l'actualité. Au cours du week-end, l'armée de l'air israélienne a continué de frapper les équipements stratégiques laissés par la machine militaire fidèle au président syrien Bachar el-Assad. La plupart de ces frappes ont visé des chars, des stocks de munitions et des dépôts d'armes liés au 16e bataillon, l'une des rares unités de l'armée du régime d'Assad encore opérationnelle. Comme indiqué précédemment, la destruction de ces armes et de ces stocks de munitions est nécessaire pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains du Hezbollah ou de groupes djihadistes sunnites qui occupent une place importante parmi les factions rebelles qui ont pris le contrôle de la Syrie. Il convient également de souligner qu'une grande partie de l'armée syrienne, construite grâce à des investissements iraniens, a été détruite, et les Iraniens ont agi de la sorte afin d'inclure la Syrie dans ce que l'on appelle le croissant chiite et de créer une zone tampon entre Israël et eux-mêmes. Aujourd'hui, avec la destruction des réseaux de défense aérienne qui rendaient l'espace aérien syrien dangereux pour les avions israéliens, la zone tampon a disparu. Les avions israéliens ont une voie libre vers les sites nucléaires iraniens à travers l'espace aérien syrien si la décision est prise de lancer une attaque contre les installations nucléaires de la République islamique. Avant de poursuivre notre reportage sur le discours humiliant prononcé par le chef du Hezbollah ce week-end, je vous invite à nouveau à cliquer sur le bouton « S'abonner » afin de ne plus jamais manquer une nouvelle information en provenance d'Israël et de nous aider à faire connaître la vérité.
Dans un discours très inhabituel qui marque l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire du Hezbollah, le chef de facto de l'organisation, le Cheikh Naïm Qassem, a tenté d'encourager ce qu'il reste de l'organisation autrefois puissante et de ses membres, mais il a dû admettre qu'elle était confrontée à une crise sans précédent. Outre les déclarations sur la poursuite de la lutte, le discours a révélé la dure réalité des pertes militaires, des dommages causés au réseau logistique de l'organisation par la guerre en Syrie et, surtout, une reconnaissance claire de la résolution de l'année du Conseil de sécurité des Nations Unies, obligeant le Hezbollah à se retirer au nord de la rivière Litani. Il a également ajouté un commentaire intéressant au cours de son discours, à savoir que le Hezbollah espère que le nouveau gouvernement en Syrie considérera Israël comme un ennemi. Avant d'en arriver à ce commentaire humiliant, il a commencé son intervention en essayant de signaler la poursuite de l'esprit de combat et de préservation traditionnel du Hezbollah, mais ses paroles ont rapidement révélé la profondeur de la crise. Il a décrit la situation actuelle comme une phase de transition dans laquelle l'organisation change de tactique pour préserver sa force. Il a insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une fin de parcours, mais d'une adaptation à une réalité temporaire. Il a également ajouté que le cessez-le-feu avec Israël vise à protéger les acquis. Cependant, le thème principal du discours était l'impact que les récents événements en Syrie ont déjà eu sur le Hezbollah. Il a notamment admis que les principales voies d'approvisionnement en armes en provenance de l'Iran et passant par la Syrie ont été presque entièrement fermées, ce qui rend difficile la poursuite des combats. En disant cela, Qassem révèle effectivement aux agents de l'organisation et au monde entier que la capacité du Hezbollah à se réarmer a été gravement compromise. C'est un aveu de la profonde dépendance du Hezbollah à l'égard du soutien iranien et syrien qui est aujourd'hui presque totalement perturbé. En d'autres termes, c'est un aveu d'échec et de défaite pour l'organisation. Le discours de Qassem marque donc un nouveau chapitre dans l'histoire du Hezbollah, dans lequel l'organisation reconnaît ses limites et s'adapte à une nouvelle réalité. Mon propre commentaire sur cette situation est que ce discours marque la conclusion d'un des chapitres les plus difficiles de l'histoire du Hezbollah. Mais ce n'est pas encore la fin de l'histoire. La culture géopolitique et l'isolement logistique du Hezbollah le rendent extrêmement vulnérable face à ses nombreux ennemis, principalement Israël, mais aussi d'autres factions au Liban et peut-être, plus important encore, les nouveaux dirigeants de la Syrie. Les groupes djihadistes qui ont mené le renversement du régime Assad ont un vieux compte à régler avec le Hezbollah et ne sont pas prêts de l'oublier. La prochaine guerre que nous verrons dans cette région pourrait être une guerre d'extermination, au cours de laquelle les éléments djihadistes de Syrie se rendraient au Liban pour en finir définitivement avec le Hezbollah. C'est une raison supplémentaire pour le Hezbollah de renoncer à ses attaques contre Israël et de se retirer au nord du fleuve Litani. Il ne peut pas se permettre de combattre Israël en même temps qu'il repousse une attaque potentielle venant d'ailleurs, et il a également besoin de se réorganiser et de se regrouper. Tout cela signifie que l'équilibre des forces au Moyen-Orient évolue rapidement et de manière imprévisible. Israël vit au milieu de tous ces changements rapides et tente de garder une longueur d'avance sur ses nombreux ennemis, tout en essayant de maintenir sa propre civilisation dans cet environnement très difficile. Revenons maintenant à l'actualité et nous resterons sur le sujet de l'effondrement du régime de Bachar el-Assad en Syrie et de ses conséquences dans toute la région. La chute d'Assad n'est pas seulement une histoire syrienne, elle a déclenché un effet domino qui a des répercussions sur l'Iran, le Hezbollah, le Liban et même la Jordanie. Israël reste vigilant, mais le paysage difficile laisse des questions cruciales sur qui remplira le vide du pouvoir. Comme toujours, une autre question est de savoir quel rôle les puissances régionales comme la Turquie et les puissances mondiales, notamment la Russie, l'Europe et les États-Unis, joueront à l'avenir. Pour nous aider à décortiquer ce changement de pouvoir et à comprendre ses implications, nous nous tournons vers Mati Shoshani, analyste principal du Moyen-Orient à TBN, pour un rapport approfondi. Mati, la parole est à vous. Merci Yair. Il s'agit en effet d'un moment historique, marquant l'un des plus grands changements géopolitiques que nous ayons vus au Moyen-Orient depuis des décennies.
l'effondrement du régime de Bachar el-Assad n'est pas seulement la fin d'une dictature brutale, c'est aussi un coup porté à l'Iran et au Hezbollah et le signal de changement important pour Israël et ses voisins. Le régime d'Assad, qui semblait solide comme un roc, est tombé après moins de 2 semaines de combats actifs. Les forces rebelles, soutenues par la Turquie et les milices régionales, sont sorties de leur bastion de la province d'Idlib, où elles se préparaient depuis des années. Et, dans une offensive éclair, ont réussi à prendre une ville après l'autre, en commençant par la ville d'Alep, la 2e plus grande de Syrie, et en se déplaçant vers Homs, Hama et finalement Damas. Assad, qui était un pilier essentiel de l'influence iranienne, ne pouvait plus tenir la ligne et l'effondrement de son régime signifie la rupture d'un corridor crucial qui reliait l'Iran à travers l'Irak et la Syrie au Hezbollah et au Liban. Ce corridor permettait à Téhéran d'envoyer des armes, des combattants et de l'argent au Hezbollah, renforçant ainsi son emprise sur le Liban et menaçant Israël. Sans ce corridor, le Hezbollah est isolé et la stratégie régionale de l'Iran est profondément compromise. Pour le Hezbollah lui-même, cette situation est dévastatrice. Des rapports en provenance du Liban suggèrent que le groupe a perdu des milliers de combattants et une grande partie de son infrastructure à cause des frappes aériennes israéliennes. La perte d'Assad signifie qu'il n'y a plus de routes ouvertes pour les armes à travers la Syrie. Bien qu'ils puissent trouver d'autres moyens, la contrebande à petite échelle et les vols, ce n'est pas la même chose. Le soutien que l'Iran apportait autrefois n'est plus possible. Sur le plan intérieur, le Liban s'effondre et le Hezbollah étant affaibli, l'armée libanaise est de nouveau appelée à prendre le contrôle de la frontière méridionale. Les dirigeants libanais, même les anciens alliés du Hezbollah, critiquent désormais ouvertement le groupe et suggèrent que son rôle de milice armée doit prendre fin. Tout cela a poussé l'Iran à chercher des solutions. Il est clair que Téhéran a dépassé ses limites et que ses tentatives de déstabiliser la Jordanie et de pousser les militants vers les frontières d'Israël n'ont pas abouti. L'influence de l'Iran en Syrie et au Liban a été mise à mal et ses mandataires dans la région sont sur la défensive. Tout cela soulève la question suivante. Quelle sera la prochaine action de l'Iran ? Téhéran pourrait redoubler d'efforts pour déstabiliser la Jordanie ou chercher à renforcer son emprise sur l'Irak et le Yémen. Israël est toutefois prêt à faire face à cette réalité. Des rapports indiquent que des plans sont en place pour contrer toute résurgence iranienne, y compris des frappes ciblées et une sécurité frontalière renforcée. En ce qui concerne la Turquie, Erdogan considère la chute d'Assad comme une occasion en or. Il exprime depuis longtemps son désir de reprendre l'influence sur les villes du nord de la Syrie, comme Alep et Idlib. Le soutien de la Turquie au groupe rebelle syrien ne visait pas seulement à éliminer Assad, mais aussi à positionner Ankara comme un acteur dominant dans la région. La Russie, quant à elle, se retire. Des images satellites montrent les forces russes en train de démanteler des équipements et de déplacer des actifs hors de Syrie. La guerre en Ukraine a épuisé les ressources de Moscou et, avec le départ d'Assad, la Russie ne voit plus l'intérêt de maintenir une présence importante dans le pays. Cependant, la Russie n'est pas complètement hors jeu. Elle négocie avec les nouveaux dirigeants syriens pour conserver l'accès à sa base navale de Tartous, un atout stratégique essentiel. La perte totale de la Syrie porterait un coup sévère à la projection de la puissance russe au Moyen-Orient et dans toute l'Afrique. Il faut donc s'attendre à ce que Moscou agisse avec prudence. Qu'en est-il d'Israël ? Nous sommes le seul acteur à vouloir et à pouvoir combler le vide laissé par le désengagement occidental. Les États-Unis ont clairement fait savoir qu'ils ne joueraient plus le rôle de gendarme régional, et l'Europe reste largement passive et distraite par la guerre en Ukraine. Cette situation a contraint Israël à agir unilatéralement contre les menaces, en frappant le Hezbollah au Liban et d'autres actifs iraniens en Syrie, tout en restant prêt à intervenir le long de la frontière jordanienne. Mais il y a un autre défi à relever. Israël ne pourra pas éternellement faire face seul à ces menaces. Pendant ce temps, des pays comme la Jordanie, l'Arabie saoudite, l'Égypte et les États du Golfe observent la situation avec nervosité. La chute d'Assad et l'affaiblissement du Hezbollah auraient dû entraîner un effort coordonné pour stabiliser la région. Mais au lieu de cela, ces pays semblent paralysés, saisis par la peur de devenir les prochaines cibles de l'Iran. La Jordanie est particulièrement vulnérable. Des groupes soutenus par l'Iran tentent activement d'infiltrer et de déstabiliser le royaume. Pour l'Arabie saoudite et les États du Golfe, il s'agit d'un signal d'alarme. Ils doivent prendre une décision. Uniront-ils leurs forces à celles d'Israël pour contrer l'Iran ou resteront-ils sur la touche ?
Entre-temps, Israël est confronté à une autre menace. Les Houthis au Yémen. Ces mandataires de l'Iran continuent de lancer des attaques de drones et de missiles visant les installations israéliennes. La stratégie d'Israël pourrait bientôt s'étendre à des actions plus directes contre les positions des Houthis, éventuellement en coordination avec les États-Unis. En fin de compte, tous les chemins mènent à l'Iran. Avec la chute d'Assad et le déclin du Hezbollah, Téhéran se retrouve affaibli, mais pas vaincu. Israël comprend que la prochaine étape doit impliquer une action claire et décisive pour empêcher l'Iran de reprendre pied. Des rapports suggèrent qu'Israël présentera un plan d'attaque complet à la nouvelle administration Trump, en soulignant l'urgence d'arrêter les ambitions nucléaires de l'Iran. Que Washington le soutienne ou non, Israël agira. Pour conclure, l'effondrement d'Assad marque un tournant pour le Moyen-Orient. L'Iran est affaibli, le Hezbollah est isolé et la Russie se retire. La Turquie monte en puissance et les États arabes restent figés. Israël est seul mais résolu, prêt à relever tous les défis qui se présenteront dans l'avenir. L'équilibre des forces a changé et Israël doit saisir ce moment pour assurer son futur. Les jours à venir seront déterminants pour naviguer dans cette nouvelle réalité incertaine. À vous, Yair. Merci Mati pour cette analyse perspicace. Avant de passer à ce qui s'est passé le week-end dernier dans la bande de Gaza, en Judée et en Samarie, TBN francophone travaille d'arrache-pied pour vous proposer du contenu chaque semaine. Soutenez-nous en cette fin d'année en faisant un don sur notre site tbnfr.org. Chacun de vos dons contribue à la croissance de votre chaîne. Samedi midi, le Hamas a tiré des roquettes depuis la bande de Gaza en direction de communautés du sud d'Israël. En réponse, des avions de chasse de l'armée de l'air guidés par le commandement sud ont attaqué un dépôt d'armes et d'autres positions du Hamas à proximité de la zone d'où les 2 tirs ont été détectés. Il s'agit notamment de positions situées à seulement 50 mètres d'entrepôts actifs d'organisations d'aide internationale dans la bande de Gaza. L'unité du porte-parole de Tsahal a déclaré qu'avant les frappes, de nombreuses mesures avaient été prises pour réduire le risque d'endommager les entrepôts d'aide et les civils, y compris l'évacuation de la population de la zone à l'aide de nombreux avertissements, l'utilisation de munitions précises et des observations aériennes. Samedi également, le portail d'information britannique Telegraph a publié un rapport de l'organisme de recherche Henry Jackson Society montrant que le Hamas avait gonflé le nombre de civils tués dans la guerre à Gaza afin de faire croire qu'Israël prenait délibérément pour cible des civils innocents. Les chercheurs de l'Institut ont accusé le ministère de la Santé de Gaza d'exagérer le nombre de victimes en incluant les morts naturelles, en ne faisant pas la distinction entre civils et terroristes et en surestimant le nombre de femmes et d'enfants tués. Le rapport s'interroge également sur les raisons pour lesquelles les portails des médias internationaux se sont fait l'écho des statistiques du Hamas sans la moindre critique ou correction. Ce travail bâclé des portails médiatiques a eu un effet sur l'opinion publique mondiale et est probablement aussi responsable d'une forte augmentation de l'antisémitisme et des attaques violentes contre les Juifs dans les pays occidentaux. Une autre question soulevée par le rapport est la manière dont les Nations Unies elles-mêmes ont contribué à la diffusion de médias déformés en ne faisant pas de distinction entre les civils et les combattants dans les documents humanitaires. Il est affirmé que cette omission délibérée façonne l'opinion publique qui accuse Israël de génocide et de nettoyage ethnique malgré les preuves montrant qu'une grande partie des morts sont des membres du Hamas. Le Hamas et ses porte-paroles ont rejeté ces allégations, tout comme l'ambassadeur palestinien en Grande-Bretagne qui a affirmé qu'il s'agissait d'une tentative de justifier les crimes d'Israël. D'autre part, les auteurs du rapport ont appelé les organisations médiatiques à présenter des données plus équilibrées et à examiner la crédibilité des informations qu'elles publient. En complément de cela, le porte-parole en arabe, Avishai Aderi, a révélé samedi une documentation comprenant de nouvelles images montrant les mauvais traitements infligés par le Hamas à des prisonniers palestiniens dans des centres de détention. Il a déclaré que ces images rappelaient les crimes commis par le régime Assad dans ses prisons en Syrie.
Une déclaration du porte-parole de Tsahal en arabe explique que Tsahal a publié dans l'année des séquences vidéo enregistrées par les caméras de surveillance de la prison du Hamas El-Katabiya dans un quartier d'El Rimal, dans la ville de Gaza, qui ont été trouvées par Tsahal et les forces de l'ordre. Ces vidéos révèlent les abus cruels et brutaux des geôliers du Hamas à l'encontre des prisonniers et leur détention dans des conditions difficiles qui violent leurs droits humains fondamentaux. On y découvre également l'identité de 2 terroristes du Hamas qui apparaissent dans cette vidéo en train de battre un prisonnier et de le jeter dans les escaliers. Le Hamas tente de se dissocier du régime d'Assad et des atrocités commises dans les prisons de ce régime qui sont maintenant révélées. Mais les vidéos présentées aujourd'hui et la torture dans les enquêtes du Hamas que nous avons précédemment révélées ne laissent aucun doute sur le fait que le Hamas n'est pas moins brutal que le régime d'Assad. La prison d'El-Katabiya était déjà connue lorsque les organisations de défense des droits de l'homme ont accusé le Hamas d'avoir exécuté des dizaines d'hommes et de femmes de Gaza de manière cruelle et injuste à l'intérieur de la prison. Les geôliers du Hamas, dont la cruauté et la méchanceté absolue sont exposées dans ces vidéos, ne peuvent plus cacher ou nier ces crimes contre les habitants de la bande de Gaza. Ces vidéos révèlent les tortures impitoyables, tyranniques et les violations des droits de l'homme que le régime du Hamas inflige à la bande de Gaza et à ses habitants au vu et au su du monde entier. C'est pourquoi je vous demande de continuer à diffuser la vérité en partageant nos vidéos et en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Ensemble, nous pouvons apporter la vérité au monde et prier pour la situation dans cette région. Nous devons maintenant nous concentrer sur la Judée et la Samarie, où il y a eu beaucoup d'activités au cours du week-end dernier. La police des frontières et les forces de défense israéliennes ont mené une série d'opérations ciblées en Judée et en Samarie afin de perturber l'infrastructure terroriste dans cette région. 2 terroristes ont tenté d'échapper à l'arrestation en ouvrant le feu sur les forces de sécurité, mais ils ont été éliminés dans les échanges de tirs. Pendant ce temps, les forces de sécurité ont cartographié les maisons des terroristes qui ont perpétré des attaques meurtrières au carrefour d'El Rad et dans les rues de Jérusalem. Mais les forces de sécurité israéliennes n'ont pas été les seules à travailler dur ces derniers jours. La police de l'autorité palestinienne a commencé à sévir contre le djihad islamique palestinien parrainé par l'Iran. Il s'agit d'une organisation terroriste soutenue depuis longtemps par la République islamique d'Iran qui a pris le contrôle de plusieurs quartiers du camp de réfugiés de Jénine. La police de l'autorité palestinienne s'est abstenue d'agir, de riposter pendant plusieurs mois, mais ces derniers jours, la situation a changé et plusieurs hauts responsables du djihad islamique palestinien ont été arrêtés. Yazid Jaïssa, un haut responsable du djihad islamique palestinien sur le terrain à Jénine, a tenté d'échapper par la force des armes à une tentative d'arrestation par la police de l'autorité palestinienne, mais il n'a pas survécu. Cette fusillade est l'un des nombreux affrontements violents entre la police de l'autorité palestinienne et le djihad islamique palestinien à Jénine ces derniers jours, alors que l'autorité palestinienne tente de reprendre le contrôle de cette ville d'importance vitale aux groupes soutenus par l'Iran qui y sont basés. Israël considère qu'il s'agit d'une évolution positive et la police des frontières et Tsahal s'efforce de soutenir la police de l'autorité palestinienne dans la région. L'emprise de l'Iran sur la Judée et la Samarie s'affaiblit, mais elle s'est construite sur une longue période de temps et ne sera pas repoussée si rapidement. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de chaque développement et nous vous demandons de continuer à nous aider en diffusant la vérité, en partageant nos vidéos sur YouTube, en vous abonnant à cette chaîne YouTube et en nous suivant sur les médias sociaux. Mais surtout, nous avons besoin de votre aide dans la prière. Priez pour la paix des soldats de Tsahal, où qu'ils soient dans les airs, en mer et sur terre. Priez pour la paix de nos otages à Gaza, afin qu'ils puissent rentrer chez eux sains et saufs. Pour vous aider à prier pour ces otages et à personnaliser votre prière, voici une courte histoire sur l'un d'entre eux, Agam Berger. Agam Berger, âgée de 20 ans, venait de commencer son service militaire lorsqu'elle a été prise en otage dans la bande de Gaza depuis la base militaire de Nahar al-Oz. Elle est une musicienne talentueuse, une violoniste. Agam est l'un des 4 enfants de la famille, dont son frère Eli, âgé de 13 ans, sa sœur Bar, âgée de 18 ans, et sa sœur jumelle Liam.
Elle venait de terminer son stage de surveillance le 4 octobre, date à laquelle elle avait été sélectionnée comme sergent de section et faisait également partie d'un programme destiné aux soldats exceptionnels afin d'identifier les candidats à des postes de commandement et d'officiers. Le 7 octobre, Agam a été vue en train d'être conduite à une voiture, kidnappée en pyjama. Une vidéo de son enlèvement a été publiée par le Hamas, montrant les terroristes tirant sur elle et ses amis. Continuez donc à prier pour la paix d'Israël et la paix des otages, afin qu'ils puissent bientôt rentrer chez eux. Les amis, nous avons été appelés à prier pour la paix à Jérusalem. Rendons-le personnel, car notre Dieu est personnel. Il contrôle la situation. Et il gagnera cette guerre. Unissons-nous donc dans la prière pour la paix de Jérusalem et pour la paix d'Israël, et ensemble nous gagnerons cette guerre.